Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire de VMware dans le cadre des assises de la cybersécurité. Alors ce matin, nous allons avoir Raled Zekri qui est MEA Lead Security Architect Office of CTO et ambassadeur VMware, donc qui va intervenir pendant 45 minutes sur le sujet Beyond the Technology, How can Security Enable Business Impact? Bonjour Raled. Bonjour Florence. Bonjour à tous. Très heureuse d'échanger avec vous ce matin. Donc ce webinaire, comme je le disais, dure à peu près 45 minutes. Vous avez la possibilité d'intervenir via le chat qui s'affiche dans le Zoom. Nous vous proposerons également des sondages pendant l'intervention, donc n'hésitez pas à réagir, bien sûr, ça nous permet aussi d'échanger avec vous, d'alimenter et puis d'avoir vos retours par rapport à ce que va nous raconter, nous dire Raled. Alors, le constat Beyond the Technology, enfin, si on traduit en français, comment la sécurité peut permettre d'avoir un impact positif sur le business, hein, parce que si on fait le constat, la sécurité informatique est encore trop souvent considérée comme un centre de coût, un mal financier nécessaire. Alors même si ça s'arrange un peu avec le temps, il n'empêche qu'on l'a entendu encore récemment, ça coûte cher la sécurité. Alors c'est pas simplement en informatique, hein, dans tous les domaines, mais en informatique aussi, c'est encore un reproche. Et ces considérations, alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ces considérations, mais notamment elles sont fondées sur le fait que les organisations, ou peut-être les directeurs financiers, ça relève, vous nous le direz, ont l'impression de dépenser beaucoup sans avoir une meilleure efficacité. C'est vrai que les investissements en cybersécurité, là aussi, progressent d'année en année, et en même temps, les entreprises n'ont jamais été autant attaquées, n'ont jamais autant été sollicitées. Alors, pourquoi faut-il investir? Est-ce que c'est une espèce de puits sans fin? On investit, alors que, a priori, on est attaqué de tous les côtés, par tous les moyens, que ça soit du côté de l'humain ou de la technologie. Donc voilà, peut-être que il y a aussi une sensation d'efficacité pas suffisante par rapport aux investissements qui sont faits. Donc voilà, on part de ce constat-là, mais une fois que les constats sont établis, quels sont les principaux défis pour les clients, Raled? Merci Florence. Alors effectivement, déjà encore bonjour à tous et à tous et merci de participer à notre webinaire. Alors en fait, ce qui est important de souligner par rapport au constat qu'on a fait, c'est qu'il y a effectivement un sentiment d'insatisfaction et un sentiment de manque de confiance de la part des décideurs quand on évoque le sujet de la cybersécurité pour les raisons que vous avez évoquées, Florence. Alors, cette étude Forbes qui a été récente et qui a été mandatée au niveau de la région Europe, Middle East et Afrique met en valeur en quelque sorte une position des leaders un peu pessimiste par rapport à la façon avec laquelle la cybersécurité a été mise en place ou est gérée aujourd'hui. Alors, ce constat, c'est principalement par rapport à la façon avec laquelle on a mis la sécurité. On voit bien que 25% des leaders pensent que aujourd'hui, leur cybersécurité est en alignement avec leur business, uniquement 25%, alors que les 76% des leaders et des security practitioners vont plutôt être dans une position où ils pensent que leur cybersécurité est dépassée par rapport à l'infrastructure. Mais le sujet de la cybersécurité reste quand même un sujet important, puisque on va constater que les clients vont continuer à investir, à acheter des solutions de sécurité. Là, on voit 42% ont déjà mis en place des budgets pour investissement pour mettre en place en fait, des solutions de sécurité et résoudre les problèmes de sécurité. Et on voit aussi que 54% sont en train de dépenser en fait, des budgets et des sommes importantes dans l'identification et la détection des attaques. Qu'est-ce qu'il en résulte de ces dépenses, en quelque sorte, cette mouvance vers j'ai un problème de sécurité, je vais acheter un autre produit de sécurité qui va adresser, ou j'ai une autre application, j'ai un nouveau domaine
Qu'est-ce qu'il en résulte? Il en résulte qu'effectivement, on n'en finit pas. Ça, on n'en finit pas. Et en plus de cela, c'est que cette course effrénée vers le mode réactif pour pouvoir essayer de se protéger engendre aussi une certaine défiance par rapport à la complexité. Et on voit qu'effectivement, 32% des clients aujourd'hui, dans la région Europe et Middle East, et c'est encore plus davantage important aux États-Unis, disent qu'ils ont aujourd'hui, pour assurer leur sécurité, donc la sécurité du système d'information, ils ont au moins entre 26, voire même plus, produits de sécurité. Et qu'ils sont tous d'accord sur un seul constat, c'est que c'est beaucoup trop. Et malgré cela, ils se retrouvent dans une situation où ils doivent acheter encore des solutions de sécurité pour essayer de se protéger. Et clairement, en fait, qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène, en quelque sorte, vers... on essaie de comprendre pourquoi cela est particulièrement challenging pour les clients. Ce qui représente les trois principaux challenges que représente la cybersécurité pour les clients, c'est effectivement, comme on a dit, il y a trop de produits, donc il y a trop de produits de sécurité qui engendrent une complexité, et on sait très bien que la complexité pour gérer une politique de cybersécurité, c'est effectivement l'ennemi de la sécurité. Et cela se traduit, le fait d'avoir plusieurs produits, par une multitude de consoles, par un coût dans le déploiement des solutions, un coût dans la maintenance et aussi dans la gestion. Et Gartner l'a déjà annoncé, c'est 90% aujourd'hui des failles, en quelque sorte, de sécurité sont issues de mauvaises configurations ou un manque d'alignement entre les produits. On parle aussi de ce qu'on appelle le blind spot, en quelque sorte. Là, on voit effectivement que deux produits qui sont censés être complémentaires, le fait qu'ils ne soient pas intégrés crée une zone, un point aveugle, en fait. Voilà, une zone de grise, de non-couverture, où on va… oui, il y a des trous dans la raquette, quoi. Voilà, ça crée ce trou dans la raquette. Et la deuxième chose, c'est aussi le fait de dire je vais me concentrer uniquement sur la détection et la protection contre les menaces. Ça a été clairement la stratégie et la façon avec laquelle on a géré la sécurité jusqu'à aujourd'hui. Le problème est que maintenant, les attaques deviennent de plus en plus sophistiquées et tirent profil en quelque sorte de changement de contexte. Changement de contexte qui vient, par le changement des applications, au changement de la façon avec laquelle on installe les applications, on les gère ou on les déploie ou dans quel environnement, mais aussi un changement de contexte des utilisateurs qui aujourd'hui deviennent mobiles, dans un contexte où on est obligé de travailler à distance. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, se focaliser uniquement sur les menaces devient insuffisant. C'est toujours nécessaire, il faut savoir contre quoi se protéger, mais on ne saura jamais protéger notre système d'information si on ne comprend pas ou on ne connaît pas ce qu'on doit protéger. Donc, on a besoin de connaître le contexte dans lequel évoluent nos applications, dans lequel, comment on utilise les informations et les data, dans lequel, comment on va implémenter ces applications sur quelle infrastructure, mais aussi la façon avec laquelle on va sécuriser ou durcir en quelque sorte ces environnements pour réduire la surface d'exposition. Et le troisième élément fait intervenir l'humain. Et le troisième élément, effectivement, fait intervenir l'humain. Et ça, ce n'est pas un reproche en particulier par rapport aux entreprises, mais on a eu la fâcheuse habitude de créer en quelque sorte des spécialistes dans le domaine de la sécurité. C'est un peu comme la médecine en quelque sorte. C'est que quand on va chez un généraliste, il va traiter tous les sujets, mais quand on va plutôt vers un spécialiste, parce qu'on a un problème en particulier qu'on voudrait traiter. Et en réalité, quand on voit un peu comment la sécurité est traitée au sein de ces équipes, ces silos, aujourd'hui, ne sont plus en contact ensemble. Et ça, c'est parce que essentiellement, aujourd'hui, ils ont une vision différente de comment gérer la sécurité. Et cette vision est tributaire, d'une part, de leur focalisation, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt une équipe sécurité réseau, est-ce que c'est une équipe sécurité pour la partie end-user, est-ce que plutôt c'est une équipe de sécurité cloud ou DevOps. Et par rapport à cela, c'est renforcé et c'est aggravé par les outils qu'ils utilisent en même temps. C'est que ces outils, comme ils sont dédiés pour une fonction en particulier, on se retrouve quelque part
dans une situation d'isolation, enfin, les équipes ne communiquent plus ensemble, et on va trouver au sein de l'entreprise des gens qui vont voir le même problème avec des perspectives différentes. Alors qu'à la base, quand on veut effectivement assurer une sécurité de bout en bout, ces silos ne sont pas forcément un handicap, c'est plutôt un avantage parce qu'on va avoir des spécialistes à partir du moment où ils communiquent ensemble. Mais le problème qui existe aujourd'hui, c'est que pour qu'ils puissent communiquer ensemble, en quelque sorte, c'est une situation du chien qui se mord la queue. On évolue dans un… Quand on voit ça, on est affolé presque. Bah oui, enfin, c'est ce que… On est affolé, en même temps, c'est la réalité des choses, c'est ce que gèrent nos clients au quotidien. C'est-à-dire aujourd'hui, on va avoir des clients qui vont avoir des problématiques de firewall, d'IPS, ils vont avoir des problématiques de EDR, d'antivirus, ils vont avoir aussi des problématiques de sécurité applicative, de sécurité des conteneurs, et ainsi de suite. Et à chaque fois, les clients vont essayer de voir comment est-ce que ces solutions peuvent interagir ensemble. Et souvent, ils vont demander une troisième couche ou une quatrième couche qui, elle, est capable d'harmoniser la communication entre ces éléments pour pouvoir comprendre ou pour pouvoir analyser rapidement l'incident. Un des points qui a été mentionné, c'était que la sécurité est dépassée dans l'étude Forbes. Pourquoi elle est dépassée? Parce qu'on met beaucoup de temps à pouvoir corréler et consolider l'information qu'on récupère de la part des différents outils, des différents contrôles, pour pouvoir réagir à temps et réduire le temps de détection. Mais justement, parce que tout à l'heure, vous disiez la sécurité est un sport d'équipe. On a bien compris que même s'il y a des silos à l'intérieur de l'entreprise, il faut quand même, et avec des experts, et c'est très bien, il faut quand même que ça communique, que ça coopère. Mais ça se rajoute, non seulement il y a des experts, mais en plus, il y a énormément de domaines d'expertise. Les passerelles sont quand même difficiles. Alors, justement, et c'est ça le challenge pour les équipes de sécurité aujourd'hui, c'est d'adopter un même langage. Adopter un même langage, c'est d'avoir la possibilité d'avoir une perspective différente de notre équipe, mais de comprendre les informations qui proviennent des autres équipes, de l'équipe réseau quand on est sur la partie endpoint ou de l'équipe applicative quand on est sur la partie infrastructure. Et ces éléments-là ne peuvent pas être intégrés si, à la base, la solution, ou en quelque sorte la sécurité qu'on met en place, n'offre pas des moyens d'intégration. C'est-à-dire si les produits eux-mêmes vont avoir une façon de gérer la sécurité qui est complètement isolée, ça renforce les silos entre les équipes. Et l'objectif d'un CISO aujourd'hui, c'est que l'ensemble de ces équipes, quand il y a un incident de sécurité, collaborent ensemble et travaillent ensemble pour pouvoir résoudre le problème. Alors, oui. Pardon. Souvent, dans une situation de crise, le temps est l'ennemi de la réponse. Si on passe trop de temps à détecter et à répondre, on a beaucoup plus de dégâts. Voilà. Et alors, donc, on comprend bien qu'il faut un changement de paradigme, on change sa focale, mais de quel changement parle-t-on, justement? Alors, d'abord, pourquoi on est arrivé à cette situation? D'où est-ce qu'on vient? Pourquoi aujourd'hui on fait ce constat qui est malheureusement un constat alarmiste en quelque sorte, si on veut dire, par rapport à toutes les attaques qu'on a constatées récemment malgré les investissements qui ont été faits dans la sécurité. Il faut comprendre que l'environnement lui-même a changé et l'environnement qu'on doit sécuriser a changé. Il a changé tant au niveau des applications. Donc les applications ont évolué. Avant, on avait des applications plutôt simples qu'on arrivait à mettre dans un périmètre où, effectivement, on avait 3-4 composants, une application 3 tiers ou une application dans un mainframe. On arrivait très bien à comprendre cette application parce qu'elle ne changeait pas souvent, elle était dans un cadre bien particulier. On arrivait à évaluer son niveau de risque et, effectivement, on prenait le temps, on avait le temps de mettre en place des mesures préventives, puisqu'on arrivait à délimiter son périmètre et on arrivait à la comprendre. Avec l'évolution des applications, avec l'avènement des clouds, avec l'avènement des nouvelles applications, des applications modernes, ces applications ont changé de format et ont changé de localisation. Et elles sont devenues distribuées. Et cette distribution
engage, dans un premier temps, une disparition d'un périmètre qui était traditionnel au départ. Et la deuxième chose, c'est que, elles sont distribuées aussi bien dans notre infrastructure et aussi dans le cloud. Et elle est en constante évolution. Ces applications sont en constante évolution. Donc, on a beaucoup moins de temps pour pouvoir analyser ces applications, comment elles fonctionnent. Et souvent, le challenge, quand on parle aux équipes de sécurité, c'est moi, je ne sais pas, surtout sur la partie réseau, il me faut savoir quels sont les flux que je dois autoriser, que je ne dois pas autoriser pour pouvoir réduire la surface d'expédition. Et là où l'enjeu du contexte est très important, il faut qu'on sache effectivement comment cette application évolue, comment je peux comprendre le fonctionnement de l'application pour pouvoir la sécuriser sans compromettre l'agilité dont le business a besoin et cette rapidité dans ton développement. Le deuxième challenge, c'est aussi dans la façon avec laquelle on gérait le format ou l'infrastructure qui supporte ces applications et éventuellement ces données. Dans le passé, on avait des serveurs physiques, donc on avait des administrateurs qui géraient le serveur physique et ça consistait à durcir en fait ce serveur physique. On a évolué avec la virtualisation, avec beaucoup plus d'agilité et de consolidation. On a créé les rôles de ce qu'on appelle les virtual infrastructure admin, donc effectivement les administrateurs de l'infrastructure virtualisation. Mais on avait encore le rôle d'administrateur système. Et puis, petit à petit, avec l'évolution de l'infrastructure, on voit bien qu'aujourd'hui, on passe vers le cloud avec des offres SaaS, avec des offres PaaS ou IaaS, mais aussi vers un nouveau format de charge applicative, les conteneurs, les cloud native apps et ainsi de suite. Et on va évoluer vers du serverless, de l'IoT. Donc, quand on compare par rapport à là où on était parti au départ et là où on va aller, entre-temps, la façon avec laquelle on traite la sécurité de l'application, elle n'a pas évolué à la même vitesse. Oui, on voit vraiment qu'il y a un gap, parce que d'ailleurs, vous le dites, un gap entre cette sécurité applicative et les cycles d'innovation. Comment on peut remédier à cette situation? Parce que là le fossé, il s'accroît et c'est peut-être inquiétant, non? Alors, effectivement, le gap est créé et le gap, on doit le réduire très rapidement. C'est pour ça qu'on voit que des clients aujourd'hui remettent en cause la façon avec laquelle la sécurité a été construite. On ne peut pas traiter un problème par la même façon, la même façon de réfléchir qui a créé ce problème lui-même. Et on ne peut pas régler le problème de sécurité applicative quand elles ont évolué avec une méthode qui était très dépassée. Et en réalité, ce qu'il faut en quelque sorte faire pour pouvoir sécuriser cette nouvelle façon de gérer l'entreprise, en quelque sorte, c'est de repenser la sécurité à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de l'infrastructure. Comment je fais pour que mon infrastructure puisse offrir la sécurité ou puisse être sécurisée là où l'application ou là l'utilisateur sera positionné, il sera capable de consommer ses services de sécurité au travers de l'infrastructure sans avoir à changer à chaque fois les outils qu'on met en place. Donc, on parle de sécurité par rapport à l'infrastructure existante, donc traditionnelle, donc le data center, mais aussi comment je gère cette sécurité de la même façon par rapport à une infrastructure que je ne maîtrise pas, notamment les clouds, ou par rapport à un utilisateur qui était avant sur le site, dans son bureau, ce qu'on appelle les home office. Aujourd'hui, c'était plutôt le branch office d'hier ou l'office d'hier. Aujourd'hui, on a une surface d'expédition qui est démultipliée juste parce que l'utilisateur, il sort de ce périmètre qu'on a créé. Et de l'autre côté, il faut penser que la sécurité doit être consommée par différentes formes d'applications, donc notamment par des VM ou par des serveurs ou des mainframes comme on le faisait avant, mais aussi par de nouvelles formes applicatives. Donc, quand on expose cette sécurité aux applications, au niveau applicatif, il faut qu'elle soit uniforme. Il faut qu'elle soit uniforme, il faut qu'elle apporte en fait ce niveau de service homogène à n'importe laquelle application pour ne pas avoir ces fameux angles morts ou ces zones d'ombre qui créent en quelque sorte les brèches. C'est un sacré défi, hein? Absolument, c'est un sacré défi, mais les solutions existent. C'est ça ce qui est bien, c'est que le côté positif de la chose, c'est qu'aujourd'hui, on en parle essentiellement pour pouvoir sensibiliser les clients par rapport à cette problématique et qu'effectivement, on ne règle pas cette problématique juste par un nouveau produit ou une nouvelle
fonction qu'on met en place, c'est plutôt par la simplification qu'on doit l'adresser, c'est plutôt par l'uniformisation. Oui, c'est ce que si on revient au constat de départ. Alors, je crois que vous avez un sondage qu'on va proposer à nos auditeurs. Un premier sondage, donc je vous invite à y répondre à travers je pense qu'il va s'afficher sur vos écrans. Donc, n'hésitez pas. Constatez-vous une évolution de vos applications métiers? Donc, quatre réponses possibles. Et puis, bon, on vous laisse un petit peu de temps, puis on va pouvoir commenter les résultats du sondage. Je rappelle par ailleurs que si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat. On y répondra également à la fin. Il n'y a pas de souci. Donc, on laisse tourner un petit peu le chrono à l'aide et puis on va pouvoir, comme ça, avant d'attaquer la deuxième partie. Eh bien, effectivement, on voit que les réponses évoluent par rapport à deux ou trois options. Intéressant de voir. On va partager les résultats juste après. On va laisser un peu plus de temps à ceux qui n'ont pas encore répondu. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de cela ne nous concerne pas. Ou alors ils avaient vraiment besoin de vous écouter. Non, mais c'est intéressant de voir les différentes perspectives parce qu'effectivement, il y en a ceux qui peuvent dire voilà, aujourd'hui, on est concerné ou on réfléchit à ça, effectivement. Mais il peut y avoir aussi des entreprises qui ne voient pas effectivement ce changement s'opérer. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir les différentes perspectives. Bien. Alors, on va peut-être prendre les résultats. Oui, très bien. Alors, je vais partager les résultats. Alors, ce qui est intéressant, c'est que… alors, vous voyez les résultats? Ah oui, il y a quand même 12% qui ne sont pas concernés. Alors, il y a 12%, il y a 3 réponses qui disent voilà, qu'ils ne sont pas concernés, mais effectivement, la majorité disent qu'effectivement, aujourd'hui, l'entreprise a choisi de moderniser les applications et ça s'accélère. Et donc, ça a déjà commencé où on est en train de réfléchir effectivement à évoluer l'organisation, les process et l'infrastructure. On est quand même à 88% des réponses. Ça veut dire que la plupart des clients aujourd'hui se situent dans cette réflexion de changement, dans cette réflexion de changement de la façon avec laquelle on gère la sécurité par rapport aux 3 challenges qu'on a évoqués tout à l'heure, notamment effectivement trop d'outils, peu de contexte et trop de silos. Alors, voilà. Donc, alors, on a eu le contexte, on a eu le constat, et maintenant, les propositions. On a bien compris que la sécurité devait être transformée. On ne peut pas faire de la sécurité aujourd'hui comme on le faisait il y a 10, voire même 5 ans. Alors, comment on transforme? Quelles sont vos propositions? Quelles sont les propositions de VMware pour accompagner cette transformation? Alors, effectivement, notre vision, c'est que la sécurité doit changer d'un mode siloté, en quelque sorte, pour qu'elle soit unifiée. On n'est pas contre le fait d'avoir des spécialistes, et au contraire, on est parmi les éditeurs sur le marché qui ont accompagné les clients dans leur transformation, et on comprend bien qu'il y a des spécialistes dans chaque domaine pour pouvoir adresser avec la plus grande expertise toutes les problématiques, que ce soit au niveau applicatif ou au niveau infrastructure. Mais on pense vraiment qu'il faut qu'il y ait effectivement une interaction, une unification de ces équipes. Ça, c'est le premier concept. La deuxième chose, c'est que le contexte joue un rôle important dans la détection, dans la réponse, mais aussi dans la prévention. Bien évidemment, on sait très bien qu'à partir du moment où on sait exactement ce qu'on doit protéger, on est capable de réduire la surface d'exposition, mais on est capable aussi de savoir s'il y a une déviation par rapport au comportement attendu. On parle dans le développement souvent de ce qu'on appelle l'état attendu par rapport à l'état actuel. C'est exactement le même principe dans la sécurité. Il faut qu'on ait le contexte dans lequel évolue l'application et l'utilisateur pour savoir s'il y a effectivement une compromission et la détecter très très tôt pour pouvoir y prévenir. Une fois que la ransomware a commencé à se propager, c'est souvent trop tard. On est en train de gérer une crise, on n'est plus en train de protéger. Et la deuxième chose, et ça, c'est quelque chose qui est très demandé par les décideurs,
Aujourd'hui, on parle de cette notion de sécurité qui est posée en couche, c'est-à-dire on ajoute à chaque fois un outil de plus pour pouvoir protéger encore soit l'utilisateur, soit l'application. Et la résultante est qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé dans une situation où, à partir du moment où l'utilisateur ou l'application change d'environnement, on est obligé de repenser toutes ces couches de sécurité, voire même parfois à essayer de combler avec d'autres outils. Quand on voit comment les systèmes d'information ont été construits, une application qui est installée sur un serveur, elle va consommer le compute, elle va consommer le storage, elle va consommer le réseau comme étant un service. Et c'est comme ça que les clouds sont construits aujourd'hui. Pourquoi pas la sécurité? Aujourd'hui, quand on va héberger notre application, quand elle atterrit dans un environnement, elle doit être capable de consommer la sécurité par rapport à sa posture et par rapport à son contexte de façon native. Et ça, c'est l'élément qu'on veut mettre en place. C'est-à-dire que la sécurité doit être intégrée, d'où le mot intrinsèque security chez nous, elle doit être intégrée au niveau de l'infrastructure. Oui, oui, comme on a la sécurité in-design qui est le concept, là, on est dans l'industrialisation de ce concept finalement. Exactement. Et ces trois éléments sont les briques constituantes aujourd'hui de la solution de sécurité VMware. On garde des domaines de ce qu'on appelle le workspace security, on garde des domaines de la partie workload security pour les charges applicatives, on garde aussi la partie cloud security pour pouvoir gérer du multi-cloud, et aussi la partie network security qui est aussi un focus important chez nous, qui a commencé, c'est par là où on a commencé à changer le paradigme de la sécurité, en apportant effectivement une sécurité au plus proche des charges applicatives. Et donc, on est sur donc ce End-User Workspace Security. Hein, on va, alors, effectivement, si on essaye… Ouais, pardon. Si on essaye de décrire en quelque sorte des use cases qui aujourd'hui schématisent le choix de nos clients par rapport en fait, aux solutions de VMware, on peut les distinguer en différents use cases. Alors, le premier use case, c'est ce qu'on appelle le End-User Workspace Security. Le End-User Workspace Security, comment je garantis à différents utilisateurs qui peuvent travailler, que ce soit à partir du site de l'entreprise, qui peuvent être aussi, que ce soit dans les call centers ou que ce soit des développeurs ou des opérateurs dans la partie IT, comment je peux leur garantir un environnement de travail sécurisé pour qu'ils assurent leurs tâches et qu'ils accèdent aux différentes applications. Et ce qu'on voit ici, c'est effectivement une solution qui permet déjà de gérer les équipements des utilisateurs, de pouvoir les sécuriser, de pouvoir apporter la couche, ce qu'on appelle Endpoint Detection and Response, avec la partie Next-Gen Antivirus, avec la solution Kernel Black, mais aussi de pouvoir évaluer leur posture au travers de ce qu'on appelle Workspace ONE Intelligence et évoluer leur accès en fonction de leur niveau de risque. Et l'idée est de dire aujourd'hui, quand j'ai un utilisateur qui va accéder à une application, qu'elle soit dans le data center ou qu'elle soit dans le cloud public, je vais pouvoir, en fonction de ses privilèges, valider sa posture de sécurité, et en fonction de cette posture de sécurité, je vais conjointement associer l'expérience à l'utilisateur par rapport au niveau de risque. Donc, l'expérience utilisateur, si l'utilisateur il est conforme par rapport à la politique de sécurité, je vais lui autoriser l'accès, par exemple, en single sign-on à différents services par rapport à ses privilèges. Mais dès que je détecte une déviation par rapport à la politique de sécurité, il y a un fichier qui a été compromis, ou il y a une tentative d'escalade de privilèges, ou il y a effectivement une exécution d'un programme qui n'a pas été autorisé, je vais tout de suite réagir avec la protection nécessaire au niveau du endpoint, mais je vais aussi changer la posture de l'utilisateur pour couper ce qu'on appelle le cyber kill chain. Et là, je vais lui proposer de l'authentification forte avec, par exemple, la partie one-time password ou le mettre dans la partie remédiation, voire même le rejeter effectivement de cette accès. Le rejeter si c'est… Voilà. Et ça fait l'objet effectivement d'un choix de plusieurs clients, notamment dans le domaine industriel, qui opèrent avec des développeurs, avec des partenaires aussi de l'extérieur, qui interviennent sur le système d'information et qui vont changer de rôle comme ça.
C'est-à-dire que plus l'écosystème de l'entreprise est vaste, avec ses partenaires, ses prestataires, ses collaborateurs qui sont un peu partout, plus ce genre de système est important et bien sûr, plus de la sécurité doit être robuste. Exactement. Ce qu'on offre ici, plein de clients aujourd'hui, et on entend ce terme de plus en plus, réfléchissent à la mise en place d'une stratégie de zéro trust. Oui. Cette stratégie de zéro trust, c'est plutôt une stratégie de vérifier la confiance, vérifier de façon constante la confiance. On peut opposer ce mode-là par rapport à ce qu'on appelle le mode de connexion à distance avec un VPN et un client qui va permettre à l'utilisateur, en fonction de son rôle, de se connecter. Une fois il est connecté, est-ce qu'on vérifie de façon constante le changement de posture? Est-ce qu'on vérifie s'il a les bons privilèges pour qu'il ne puisse pas bouger latéralement, enfin lui, le programme qui accède à la partie serveur de l'application, de bouger latéralement au sein du système d'information. Donc c'est un tout, ce n'est pas uniquement le côté connexion de l'utilisateur, connexion sécurisée, ce n'est pas uniquement la sécurisation du flux qui transite entre l'utilisateur et la passerelle VPN, mais c'est aussi côté application pour pouvoir sécuriser et apporter en fait cet isolement de l'utilisateur dans sa vie. Et alors donc justement aujourd'hui, avec ce genre de solution globale, vous accompagnez beaucoup de clients dans leur démarche Zero Trust. C'est un mouvement assez fort. Oui, c'est un mouvement qui a commencé déjà il y a 2-3 ans et là où effectivement le marché a apporté, c'est ce qui n'a pas simplifié les choses pour les clients, de visions différentes du Zero Trust. Ce qu'on essaye de montrer aux clients, c'est qu'en fait le Zero Trust n'est pas un produit, ce n'est pas une fonction, c'est une solution et c'est une architecture. Et c'est de là, en fait, vient cette notion de solution qui accompagne, d'ailleurs vous le voyez très bien, il y a la partie end-user, mais il y a la partie data center et cloud de l'autre côté, il y a la partie réseau qui est entre les deux, qui accompagne en fait les équipes à mettre en place la politique de sécurité homogène de bout en bout. Et on le voit aussi, si vous voulez, dans le deuxième use case, qui est plutôt sur la stratégie du multi-cloud. Enfin, là, on a aussi beaucoup de clients qui sont dans le domaine finance, pas que, enfin, aussi le domaine public, gouvernement et aussi dans le secteur finance, qui ont fait le choix de la solution VMware parce que ça apporte 3 éléments essentiels. La première des choses, c'est que ça permet aussi bien d'adresser des infrastructures traditionnelles, là où on avait des applications traditionnelles, d'apporter un socle homogène entre ces applications, et aussi ce qu'on appelle le private cloud, une infrastructure qui est capable de servir des applications modernes, de pouvoir effectivement aider les clients à construire leur propre cloud. Ça leur aide aussi, la deuxième chose, à harmoniser en quelque sorte l'infrastructure, mais aussi la sécurité que cette infrastructure apporte, du point de vue compute, réseau, mais aussi charge applicative, au travers de différents clouds. Donc, différents clouds, je suis dans mon propre environnement avec mon data center, j'ai aussi une stratégie des clouds privés où je vais héberger mes applications, mais je peux consommer aussi des clouds qui peuvent aussi utiliser la technologie VMware. Je vais me retrouver dans un environnement homogène et la politique de sécurité que je vais pouvoir pousser va être consistante, va être la même, elle peut être consommée par les applications au même niveau. Donc, je n'ai pas un changement de niveau. Mais quand il s'agit aussi de consommer des clouds publics, notamment on parle d'AWS, de Google et de Azure, il faut que j'ai une visibilité sur ce que les métiers vont consommer dans ces clouds-là. Il faut aussi que j'ai la visibilité sur la sécurité. Et c'est ce qu'on apporte avec cette vision. Voilà. Il y a une question, Raleb. Est-ce une évolution d'un CASB? Alors, le CASB va plutôt être positionné pour offrir de la sécurité par rapport en fait, à l'accès à des services qui sont exposés sur Internet. Mais il peut aussi constituer une offre pour que les utilisateurs consomment en quelque sorte des services de façon sécurisée et accèdent à ces services de façon sécurisée. Mais le CASB ne va pas apporter, en quelque sorte, ne va pas apporter cette sécurité au niveau de l'infrastructure elle-même. Ça va être un service qui est au niveau du cloud, qui va permettre de cleaner, enfin nettoyer le trafic, ou vérifier que ce trafic est propre par rapport à ce qui arrive au niveau du service de l'entreprise, que ce soit dans le cloud ou dans le data center. On a une offre qui va s'associer par rapport à cela, par rapport à des autres CASB, c'est ce qu'on appelle les Secure Access Service Edge. On peut en parler effectivement un tout petit peu plus tard. Mais l'objectif principal de cette vision de ce qu'on appelle la partie end-user
Workspace Security et Multi-Cloud Security, c'est d'apporter une sécurité consistante de bout en bout, intégrant le mécanisme de sécurité, comme on le voit ici dans le slide, sur les 3 niveaux de compute, network et aussi applicatif. D'accord. Alors, il y a un point important qui est à souligner dans ce slide, c'est comment on va pouvoir rendre en fait cette sécurité disponible pour les différentes applications. En fait, le fait de provisionner une infrastructure VMware Cloud Foundation va permettre aux clients nativement de bénéficier des fonctionnalités, par exemple, du Service Defined Firewall, et de pouvoir nativement étendre sa politique de sécurité vers les nouvelles charges applicatives qui vont atterrir sur cette infrastructure cloud. Et l'idée, c'est de dire, je vais avoir au niveau réseau, par exemple, la sécurité qui est apportée au niveau de chaque interface, de chaque machine virtuelle ou de chaque conteneur pour pouvoir appliquer une politique de sécurité stricte par rapport au flux qui transite entre les composants applicatifs. Mais au-dessus de cela, je vais apporter aussi cette notion de filtrage avancé par rapport à la signature IDS-IPS. C'est-à-dire que je vais d'abord m'associer à cette réduction de surface d'exposition, comme on l'a dit par avant, c'est-à-dire qu'on va isoler, on va durcir l'environnement ou le contexte dans lequel évolue l'application, donc on va réduire la surface d'exposition, et par la suite, je vais faire, par rapport au trafic restant, le trafic autorisé, je vais faire une inspection du trafic pour pouvoir identifier toutes les attaques qui peuvent survenir sur ce trafic-là. Alors, ce qui est important par rapport à une technologie traditionnelle, enfin, on essaie de comparer par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est que là, on ne va pas avoir d'angle mort. Quel que soit l'endroit où atterrit l'application, elle va hériter de sa politique de sécurité et je vais être capable d'inspecter chaque paquet. Quand on voit un peu comment on traitait les applications auparavant, ils étaient dans un périmètre. Et on inspectait seulement ce qui rentre et ce qui sort de ce périmètre. À partir du moment où j'ai cette capacité de fournir la sécurité directement à partir de l'infrastructure, surtout pour la partie réseau, je vais avoir la capacité d'inspecter tous les paquets et tous les paquets vont être alignés par rapport à la politique de sécurité. Donc, il n'y a plus de trous dans la raquette. Il n'y a plus de trous dans la raquette, il n'y a plus de zone d'ombre, il n'y a plus de cette notion d'angle mort. Et la troisième étape, c'est de dire aujourd'hui, par rapport à toutes ces informations que je récupère de la part donc, de ce qu'on appelle le Service Defined Firewall, ces informations vont pouvoir être utiles pour pouvoir analyser la cinématique de l'attaque et d'apporter la protection et la visibilité au-delà de mes frontières. C'est-à-dire, si j'ai des partenaires qui, eux, vont avoir, qui sont normalement des tiers de confiance, mais qui vont avoir une compromission et par leur billet, je vais avoir une intrusion parce que j'ai autorisé le flux qui arrive de chez eux, là, je vais avoir la capacité de l'identifier très rapidement. Et la solution, ce qu'on appelle la partie Network Threat Analysis ou la partie Network Detection and Response, va m'apporter une vision complète sur les attaques sophistiquées. Et de cette façon, oui. Justement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'attaques actuellement, qu'il faut être, comme vous l'avez rappelé, hein, le temps est un peu l'ennemi du RSSI aujourd'hui. Est-ce que par rapport à une solution plus classique, traditionnelle, ce gain de temps, vous avez pu le calculer ou est-ce qu'aujourd'hui on a, comme vous dites, il faut aller très vite et être très précis? Alors, il faut aller très vite. Il faut aller très vite. Il ne faut pas confondre effectivement, comme on dit, précipitation et rapidité. Il faut aller très vite. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un besoin de sécuriser les applications très rapidement. Il ne faut pas créer un temps entre le moment où l'application est prête à servir, où l'utilisateur est prêt pour pouvoir se connecter, et le moment où on apporte de la sécurité pour que le service soit disponible. Donc là, il y a effectivement un gain de temps important et un gain opérationnel par rapport aux applications, mais aussi, il faut aller très vite dans la détection et la réponse. Et en fait, l'idée, c'est de dire, je n'attends pas que la compromission ait lieu et qu'il y ait une propagation latérale. J'identifie très rapidement ces compromissions dès le premier niveau. C'est-à-dire, quand on est sur le framework, il y a plein de ciseaux aujourd'hui qui parlent à partir du framework MITRE-ATT&CK, pour pouvoir avoir quand est-ce qu'il y a eu infiltration, quand est-ce qu'il y a eu escalade de privilèges, quand est-ce qu'il y a eu mouvement latéral,
il y a eu effectivement, après, exfiltration de données et exploitation et exfiltration de données. Donc là, on va être, dès les premiers stades, on va être capable d'alerter le client et de pouvoir répondre par rapport à ces menaces. Et ça peut être un gain de temps le temps de détection et de réponse peut être divisé par 2, voire même par 3, tout dépend de la politique de sécurité qui a été mise en place. D'accord. C'est très important quand même, parce que ça peut sauver une entreprise. Absolument. Alors, on a une question. Quid des flux chiffrés entre app et file server? Alors, effectivement, cette notion de flux chiffré représente en quelque sorte un challenge pour les solutions de sécurité traditionnelles. Pourquoi? Parce qu'on va avoir les capacités des solutions de sécurité diminuées, puisqu'ils n'inspectent pas à l'intérieur des trafics. Là, on parle d'une solution de sécurité qui va apporter sa pierre à l'édifice. Enfin, chaque composant va apporter sa pierre à l'édifice de façon différente. Donc là, la partie réseau, on va avoir des fonctionnalités qui vont inspecter le comportement global par rapport à tout type de trafic, chiffré ou pas chiffré. Quand il s'agit d'inspecter à l'intérieur du paquet et qu'on n'a pas fait la partie déchiffrement, que ce soit à travers des load balancers qui vont terminer la session SSL ou TLS, et puis après rediriger le trafic vers la charge applicative, on va pouvoir corréler ces informations par rapport à des éléments qui vont venir de la partie workload security. Donc, les éléments ou les agents qui vont être positionnés dans la partie workload security vont amener l'information. On va le voir après sur le slide qui permet de voir l'intégration entre les différentes solutions de sécurité VMware, va amener cette information et nous permettra derrière de réagir au plus proche de la menace. D'accord. Alors, donc là, Public Cloud Security. Alors, il reste effectivement un point qui est important, c'est comment je gère la sécurité dans le public cloud. Souvent, ce qui se passe dans le public cloud, c'est un changement de mode de fonctionnement. Je ne suis pas en train de mettre en place une infrastructure pour que les métiers hébergent mon application dessus. Les métiers vont consommer directement de l'infrastructure qui est disponible, que je ne maîtrise pas et je ne sais même pas comment c'est constitué. Je ne peux que consommer les services qui sont apportés dans ce public cloud. Et donc là, on parle plutôt de problématique de posture de sécurité dans le cloud. Et posture de sécurité dans le cloud, c'est tributaire de 2 éléments principaux. Un, la visibilité temps réel de tous les services et dans quel contexte ils sont en train d'évoluer. Et la détection intelligente par rapport au contexte de l'application et la corrélation de risque. C'est-à-dire que si j'ai un élément qui représente une défaillance ou un manquement par rapport à la politique de sécurité que j'ai mis en place, il faudrait que je sache, par rapport à cet élément, qui, dans le niveau de risque peut être moyen, quel est l'impact sur d'autres services connexes. Et ça, c'est un élément qui est souvent très difficile à calculer parce qu'on va avoir des métiers qui sont aussi silotés, qui vont consommer différents services et parfois, ils vont tout simplement, parce que le développeur n'a pas réfléchi à ne pas utiliser des clés différentes d'authentification entre différents services, ils utilisent la même clé, donc on se retrouve avec la même clé qui est distribuée sur différentes charges applicatives. Donc, cela représente en quelque sorte un risque qui amène en fait une surface d'exposition supplémentaire. Et le troisième point qui est important, c'est quand je détecte un risque et quand je détecte une défaillance, comment je peux automatiser ou comment je peux réagir très vite. C'est effectivement le temps de réponse. Et là, on est dans une solution aujourd'hui qui s'appelle SecureStage chez VMware, qui va apporter cette visibilité au travers des différents clouds qui sont aujourd'hui disponibles, les hyperscalers, AWS, Azure et Google, qui va permettre en fait d'apporter aussi une identification temps réel de niveau de risque que chaque composant consommé dans ces infrastructures par rapport à la politique de sécurité qu'on a mis en place. Donc, on peut choisir les différents contrôles qu'on peut évaluer et de façon homogène. Pourquoi de façon homogène? Parce que c'est des services qui peuvent exister dans AWS, qui peuvent exister dans Azure, qui peuvent exister dans Google, mais chacun a son propre jargon, chacun a son propre vocabulaire. Et il faut après avoir des outils qui vont pouvoir effectivement consolider ou interopérer ces politiques de sécurité pour pouvoir arriver à une conclusion. Là, on le fait nativement avec la solution. Et de plus que cette visibilité unifiée, on va avoir l'action qui permet d'automatiser l'alerte
au niveau de l'équipe de développement ou au niveau des métiers et aussi au niveau des équipes sécurité. D'accord. Et donc, ça, c'est aujourd'hui et demain, si on se projette un petit peu. Alors, demain, c'est essentiellement l'élément le plus important par rapport aux entreprises, comment je me projette dans une vision de sécurité globale. Ce qu'on propose par rapport à cela, c'est toujours dans notre stratégie Any Device, Any App, Any Cloud, de pouvoir apporter la sécurité des applications et des utilisateurs qui vont effectivement accéder à ces applications au travers de leur device et en se connectant, que ce soit à des réseaux ou vers le cloud. C'est d'apporter cette sécurité et cette intelligence au travers différents points de contrôle. Donc là, on va voir effectivement la sécurité qui est apportée au niveau du poste de travail avec la partie Carbon Black, complémentée avec la partie Workspace ONE pour la gestion du rôle de l'utilisateur, des applications et des devices lui-même. Cette extension de Carbon Black est aujourd'hui disponible sur les charges applicatives, que ce soit des charges de type machine virtuelle dans le data center ou dans le cloud ou de type conteneur, associée à une sécurité réseau qui est apportée par le Service Defined Firewall dont on a parlé plus tôt avec NSX, et la partie Cloud Health, la partie Secure State qu'on vient d'évoquer. L'idée, c'est effectivement que l'ensemble puisse bénéficier de cette notion d'intelligence, ce qu'on appelle la sécurité intelligence, c'est la connaissance que l'équipe VMware Threat Analysis Unit apporte à nos clients au travers de l'expertise sur les attaques, les menaces, les zero day et tout ça. C'est une expertise qui est disponible et très avancée par rapport à des problématiques de endpoint, par rapport à des problématiques applicatives ou par rapport à des problématiques réseau. Ça vient effectivement de l'acquisition de la société Carbon Black et de la société LAS. On y reviendra d'ailleurs dans un prochain webinaire, hein, je crois. Tout à fait. Et en fait, cette sécurité et cette expertise, on va la mettre au profit en fait, de l'infrastructure à différents niveaux, notamment au niveau du Service Defined Firewall dont on a parlé tout à l'heure, par rapport à la micro-segmentation, par rapport aux signatures intelligentes de la partie DS-IPS, par rapport à la partie Network Detection and Response, dont on a parlé aussi avec les mécanismes de sandboxing, et le tout est mis dans l'architecture VMware Cloud Foundation pour que cette sécurité soit consommée directement au travers de la technologie VMware pour l'infrastructure cloud. C'est une solution qui est ouverte sur le marché, c'est une solution qui va s'intégrer aussi par rapport à des solutions existantes, parce qu'on n'existe pas tout seul dans un monde clos, on interagit, on s'intègre avec d'autres solutions de l'écosystème, notamment avec des solutions CIEM, des solutions SOAR, et aussi avec des technologies firewall, des technologies endpoint, etc. Voilà. Très bien. Alors, on va avoir un deuxième sondage. Absolument. Je vous laisse lancer. Donc, quelle priorité voyez-vous pour l'évolution de votre sécurité réseau à court et moyen terme? Donc, plusieurs choix possibles. Je répète, quelle priorité voyez-vous pour l'évolution de votre sécurité réseau à court et moyen terme? On laisse un petit peu de temps pour les réponses. On est à 50% des réponses, on va laisser un tout petit peu plus de temps. Oui. Allez, encore 5 secondes et puis on va afficher les réponses. Voilà. Allez. 4, voilà. 5. Alors, donc, ce qu'on constate effectivement, c'est on a 67% qui pensent avoir effectivement besoin d'automatisation, d'orchestration de la politique de sécurité et de la réponse aux menaces. C'est ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'intégration entre les différentes solutions et la possibilité de réduire le temps de réponse
par le biais de l'automatisation et de l'orchestration. On a aussi, en deuxième position, on a la mise en place d'une stratégie. Une stratégie Zero Trust, ce qui confirme voilà, ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Voilà. Et effectivement, c'est partagé entre voilà, la dernière position, c'est la simplification de politique de sécurité, firewall, IDS, IPS, mais aussi d'inclure le périmètre public cloud. Donc en fait, voilà les trois points essentiels. Il y a, en dernier point, il y a la partie SASI. Donc on commence à réfléchir à mettre en place des solutions SASI, ce qui dénote effectivement une évolution par rapport au modèle de connexion des utilisateurs. Mais les trois éléments, c'est clairement l'automatisation, la simplification et le zéro trust. Très bien. Alors, le mot de la fin, Harlem, puisque nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, avant Le mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, par rapport aux trois challenges qu'on a évoqués tout à l'heure, les challenges de sécurité avec trop d'outils, trop de complexité, la simplification et de rigueur, que la sécurité soit consommée à partir de l'infrastructure, comme étant un service pour qu'elle soit consistante et uniforme, et le contexte, ces trois éléments qu'on essaye de proposer aujourd'hui au travers de l'offre globale de VMware, en particulier sur la partie réseau, comme on a vu évoluer tout à l'heure dans les présentations, c'est quelque chose qui va changer la donne et qui va donner la main maintenant aux administrateurs de sécurité pour apporter de l'efficacité et de la simplification dans la sécurité, sans compromettre l'agilité du business. Sans compromettre l'agilité, et on a vu que c'était quand même plus que nécessaire en ces temps très agités pour la cybersécurité. Merci beaucoup, Ralem. Merci à tous de nous avoir, enfin surtout de l'avoir écouté ce matin. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, vous pourrez retrouver le prochain webinaire VMware le 29 avril. Voilà, merci encore à tous pour votre écoute. À bientôt. Merci, à bientôt.